Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir. Pour ce numéro de votre émission bi-hebdomadaire, Le Rendez-vous, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus Dr Noël Tchani Mwadianvita, banquier, économiste international, mais aussi candidat à la présidence de la République pour l'année 2018. Auteur du plan Maréchal pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo, RDC. Docteur, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir ici à Antenne A. Voilà, en forme? En super forme en réalité. Les pays, tout marche comme souhaité? Non, j'ai parlé de la forme physique en ce qui me concerne. Je suis en super forme, mais le pays se porte très mal. Voilà, de prime abord, bientôt là, fini les vacances, les élèves vont reprendre le chemin de l'école, en quelque sorte. Vous avez semblé le dire dans votre tweet que les salaires de professeurs devaient être revus à la hausse et la vente de fournitures scolaires revue à la baisse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça maintenant, au moment où on sait que les efforts sont déployés dans ce sens pour satisfaire et les parents ainsi que les enseignants? Non, ce n'est pas ça que je dis exactement. Ce que je dis, c'est que tout récemment, le gouvernement a ajusté à la hausse les salaires des fonctionnaires de 30 à 45%. Mais c'était un sentiment de joie lorsque les gens apprennent qu'on a augmenté donc leur salaire. Et j'ai salué cela. Mais de l'autre côté, quand vous allez dans les magasins, et j'en ai fait l'expérience parce que mon plus jeune garçon, il a 7 ans, et j'ai dû aller avec lui dans les magasins pour acheter des objets scolaires. Et je constatais que par rapport au prix de l'année dernière, les prix des objets scolaires cette année ici ont augmenté de 30 à 50%. Alors, je me suis dit, d'un côté, le gouvernement a augmenté les salaires de 30 à 45%, de l'autre côté, les prix ont augmenté de 35 à 50%. Ce que ça veut dire, c'est que les valeurs nominales semblent avoir augmenté. Valeur nominale, je vais faire, je n'ai pas salaire. Donc là, vous voulez parler de l'illusion monétaire. Voilà, en termes de pouvoir d'achat effectif, réel, il n'y a pas eu amélioration du pouvoir d'achat. C'est ça qu'on appelle, les économistes appellent illusion monétaire. Donc, on vous donne beaucoup d'argent, vous recevez de gros billets, donc de francs congolais, mais en réalité qui ne valent rien en termes de pouvoir d'achat réel. Pourquoi? Parce que l'inflation a érodé le pouvoir d'achat. Donc, vous recevez beaucoup de billets de banque, mais qui n'ont pas le même pouvoir d'achat qu'avant ces augmentations. C'est ça que j'ai voulu dire par là. Donc, je plains les parents. Les parents, moi, je n'ai fait des achats que pour un enfant de 7 ans et j'ai senti cela sur ma poche. Je me demande, les enfants qui ont 5 ans, qui ont 5 enfants, les parents qui ont 5 enfants, 10 enfants, comment ils font pour arriver à remettre les enfants en bon état à l'école à l'occasion de cette rentrée scolaire. Donc, je voudrais encore une fois de plus donc dire qu'en termes d'amélioration du pouvoir d'achat de la population, en termes de conditions sociales, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration à ce stade ici. Voilà, mais bientôt là, c'est la reprise des cours. Qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire par les biais du ministère de l'EPST pour se rattraper? Parce que même les syndicats des enseignants boycottent cette rentrée qui est prévue le 5 septembre. Moi, je pense que le gouvernement a mis trop de temps à trouver des solutions aux véritables problèmes. On se limite à faire du cosmétique. Qu'est-ce que moi j'ai toujours proposé? J'ai toujours proposé qu'au lieu de convenir avec les professeurs d'université, avec les enseignants, qu'on va leur donner gratuitement des voitures, des choses de ce genre-là, ce qu'il faut, c'est établir un système de pouvoir d'achat, un système de salaire minimum garanti indexé, qui garantissent un certain pouvoir d'achat à tous ceux qui travaillent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ces calculs-là et j'ai trouvé que pour vivre, pas comme un pacha, mais pour vivre de façon décente et être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, ce pays a besoin donc d'un salaire minimum garanti indexé d'environ $1000 par mois. Si on n'a pas ce salaire-là, comment est-ce que vous arrivez à déterminer ça? Je prends le loyer que l'on doit payer pour vivre décemment. Une petite maison ou un appartement de 2-3 chambres, ça tourne entre 250 et $350 par mois. Vous y ajoutez la nourriture. Si vous avez une famille de 2-3 enfants avec une femme,
vous y ajoutez la nourriture pour environ $250 par mois. Vous avez déjà 350 plus 250, vous avez $600. Vous y ajoutez maintenant le transport et l'habillement et un peu d'épargne parce que en cas donc de difficultés, vous devez être à mesure de subvenir donc à vos besoins en puisant donc dans les épargnes que vous avez pu accumuler. Donc vous faites le total, vous trouverez que pour payer les factures d'eau, d'électricité, le déplacement, tout ce qu'il faut, on a besoin d'un minimum de $1000 par mois. Un salaire minimum garanti indexé. Docteur Noé-Tchani, la synergie des syndicats des enseignants boycottent la rentrée scolaire 2022-2023. Pourquoi leurs revendications n'ont pas trouvé gain de cause? Mais moi, je me mets du côté du syndicat qui réclame l'amélioration des conditions de vie de leurs membres, des travailleurs. Pourquoi? Parce que il faut qu'on nous dise la vérité. D'un côté, le gouvernement dit qu'il y a eu une mobilisation toute azimut des recettes publiques. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'on en avait donc avant. Mais où va cet argent-là? C'est utilisé pour d'autres fins? Si il y a une amélioration considérable des finances publiques, il faut aussi qu'il y ait répercussion de cette amélioration donc sur le pouvoir d'achat de la population. D'où il faut payer les gens. Et non seulement qu'il faut payer les gens, mais les élections pointent à l'horizon. N'est-ce pas que le gouvernement est en train de bien garder l'argent pour organiser des élections, de bonnes élections comme souhaité? Bon, les élections, c'est une des catégories qui absorbe donc de l'argent. Ça demande et beaucoup d'argent. Il fallait prévoir ça depuis longtemps. Il ne faut pas simplement attendre la veille des élections et commencer à épargner de l'argent pour financer les élections. Donc un pays normal fait ces allocations-là bien avant et on ne commence pas à courir à pleine vitesse à la veille des élections. Donc si le gouvernement est en train de mettre de l'argent aujourd'hui donc pour les élections, très bien, et je salue ces efforts-là. Et il n'y a pas que les élections, il y a aussi les projets de développement de 145 territoires. Je me dis, l'État est en train de dispatcher ces sommes d'argent en guise de réaliser la vision du chef de l'État dans ces différents secteurs. Si toutes ces choses ont été prévues dans le budget, on ne devait pas avoir mal à la tête à la veille des élections ou bien au début de la mise en œuvre de ce programme-là. Ce que je dis, c'est que en matière de gouvernance, il faut savoir planifier à long terme et ne pas improviser des choses. Quand on improvise des choses, on se trouve devant la rentrée scolaire, on ne sait plus où mettre la tête parce qu'il y a des dépenses qui doivent être faites dans le cadre de tel ou tel programme. Donc, toutes ces choses-là, il faut les planifier. Et il y a aussi ces surprises désagréables comme la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment s'en passer? Vous savez, quand on a un budget bien préparé, le budget prévoit lui-même des situations de surprise. On appelle ça des imprévus. C'est-à-dire qu'il faut allouer des dépenses ou les recettes à des dépenses bien planifiées, bien spécifiques et assumer aussi qu'il peut y avoir des imprévus. Et ces imprévus, entre 15 et 25% des ressources budgétaires doivent être prévus dans le budget. Donc il ne doit pas y avoir de surprises. Quand on planifie correctement et on gère correctement, ces choses doivent être automatiques. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer dans cette émission. Parlons de votre initiative de la loi sur la congolité. Où en sommes-nous avec cette initiative portée par le député Nsingi Pololo? J'ai toujours dit que l'initiative ne s'appelle pas la loi sur la congolité. Il s'agit de la proposition de loi Tchang de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. La congolité, c'est un terme pédant inventé par les détracteurs pour invoquer des mauvais souvenirs donc de la Côte d'Ivoire où on parlait de l'ivoirité, où il y avait une portion de la population à laquelle on refusait la nationalité ivoirienne. C'est ce qui a provoqué donc des guerres civiles. Ici au Congo, on n'a pas ce problème-là. Donc il ne s'agit pas de la congolité, il s'agit d'une proposition de loi spécifique pour d'une part, redonner la nationalité congolaise à ceux qui l'ont perdue à cause du principe de l'exclusivité contenu dans la Constitution dans sa forme actuelle. Et nous voulons changer cette disposition-là pour déclarer le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire que quand vous êtes congolais, vous allez rester congolais jusqu'à la mort. On ne peut pas vous enlever la nationalité, même lorsque vous optez pour une nationalité étrangère. Ça, c'est d'une part. Mais de l'autre côté, il y a aussi les critères d'éligibilité à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté. Ce que nous proposons, c'est qu'actuellement, on dit que pour être candidat à la présidence, il faut être congolais d'origine. Nous pensons que ce n'est pas assez, c'est trop vague, c'est trop flou, c'est trop ambigu.
Nous voulons clarifier les choses en disant il faut être Congolais d'origine, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. En d'autres termes, tous les Congolais restent Congolais. Que vous soyez Congolais de père ou de mère, Congolais de père et de mère, Congolais naturalisé ou un étranger qui est devenu, qui a opté pour la nationalité congolaise, ou un enfant comme ça, avec des yeux sur le côté, qu'on a trouvé dans la rue, on ne connaît pas d'où il vient, même s'il a l'air d'être chinois ou japonais, il est supposé toujours être Congolais. Tous ces Congolais-là restent Congolais. Maintenant, parmi les Congolais, on dit tout le monde peut faire tout ce qu'il veut dans son pays. Vous pouvez être professeur d'université, médecin, commerçant, ainsi de suite. Sauf pour des fonctions de souveraineté, on réserve ces fonctions-là exclusivement aux Congolais qui soient nés de père et de mère congolais d'origine. Nous avons vu le maréchal Mobutu travailler avec les Rwandais, les Burundais, voire les Ougandais. Ils occupaient des postes stratégiques, mais il n'y avait pas de pépins, il n'y avait pas de problème. Je vous informe que pendant que le maréchal Mobutu était président du Zaïre, la constitution de la République du Zaïre disait ceci en son article 7. Pour être candidat au poste du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. C'est pour ça que des gens comme les Léon Kengo Adondo... C'est ça, il fut premier ministre et il ne pouvait pas être éligible. Le plus longtemps possible. Il n'était pas éligible pour devenir président de la République. Donc, nous prenons cette disposition-là, nous l'adaptons aux conditions aujourd'hui en disant, nous sommes plus qu'infiltrés pendant la période de Mobutu. Que faisons-nous aujourd'hui pour protéger notre pays? Nous avons élargi cela en disant ne peuvent accéder aux fonctions de souveraineté que les Congolais nés de père et de mère congolais. Quelles sont les fonctions de souveraineté que nous voyons? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, défense, justice, affaires intérieures, affaires étrangères, les hauts magistrats de la République, les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le directeur de l'agence des migrations, la DGM, l'administrateur de l'ANER, de l'Agence nationale des renseignements, et les gouverneurs des provinces. Et en plus de cela, nous avons aussi verrouillé les épouses et les époux de tous ces postes qui sont verrouillés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être président de la République, vous êtes des pères et des mères, et vous avez une femme rwandaise. Ça ne se fait pas. Mais là, pourquoi? Parce que ça vous met dans une situation de conflit d'intérêts. Docteur Noël, à tout prix, on va vous en vouloir par rapport à ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec la culturation, le métissage et consorts, ça existe partout. Comment contraindre cette réalité qui a des racines dans notre pays aussi? Ceux qui peuvent m'en vouloir parce que je propose quelque chose pour protéger la souveraineté de notre pays, ce sont des étrangers. Ce sont des gens qui ne sont pas des vrais Congolais. Tous les vrais Congolais, ils sont pour la proposition de loi des pères et des mères. Allez dehors là et faites les sondages, vous allez voir. Moi, je viens de faire le tour de quelques provinces dans le Grand Kasaï et j'ai trouvé que cette proposition-là, elle est très populaire. Les Congolais demandent ça, ils attendent ça. Parce que vous en parlez, parlons-en. Vous venez là d'effectuer la ronde du Kasaï central, si je ne me trompe pas. Du Grand Kasaï. Du Grand Kasaï. À première vue, quel a été le constat? Et c'était dans quelle optique que vous étiez dans ce coin? Je suis allé pour plusieurs raisons, pour trois raisons essentielles. La première, j'étais invité par l'université officielle de Mbujimaï, dirigée par l'abbé Apollinaire Chibaka, pour dispenser des cours aux étudiants de licence ou de maîtrise en économie, en banque et finance. Donc j'ai fait cela pendant 2 semaines. C'était ma façon de pouvoir renvoyer l'ascenseur. Vous savez que le Grand Kasaï m'a formé. J'étais né là-bas, j'ai étudié là-bas, primaire et secondaire. Donc les petites connaissances que j'ai, je sens que je devais les partager avec les enfants pour qu'ils puissent aussi devenir comme moi ou sinon mieux que moi. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, je devais animer des conférences. J'ai animé une série de conférences sur cette proposition de loi pour sensibiliser la population, mais aussi une conférence sur l'économie 62 ans après l'indépendance. Quelle est la vision de développement que nous devons avoir en tant que pays pour utiliser les ressources naturelles au profit de tout le monde. Et au-delà de cela, vous savez que j'ai des parents je suis des pères et des mères. Mais quand on est des pères et des mères, on a des parents qui vivent quelque part. Et mes parents ils vivent dans le Grand Kasaï, et plus spécifiquement dans la province de la Lomami. Je suis allé passer du temps donc avec mes parents, du côté maternel, du côté paternel, mais avec tout le monde que je connais. Docteur, il fallait aller plus loin parce que le Grand Kasaï demeure jusqu'à maintenant très enclavé. Il y a des têtes d'érosion par-ci par-là. Il y a la MIBA qui n'existe pas et tout et tout. Je me dis,
combien d'étudiants fréquentent les universités? Ils sont peu nombreux. Pourquoi? Il y a Parce beaucoup que d'étudiants. beaucoup de parents ne sont même pas en mesure d'envoyer, de scolariser leurs enfants jusqu'à aller atteindre le milieu universitaire. Mais pourquoi pas commencer d'abord par construire, moderniser les Grands Kasaï? Vous savez, en termes de développement... En plein 21e siècle, les Grands Kasaï est très enclavé. En termes de développement, vous savez, on ne peut pas dire... On va pas urbanisé, voilà. En termes de développement, on ne peut pas dire on va tout arrêter, on va d'abord faire un, et quand on termine avec un, on va commencer deux. En termes de développement, on fait plusieurs actions simultanées, concomitamment, et on avance progressivement. Donc, je considère qu'effectivement, la situation dans le Grand Kasaï, elle est très mauvaise. La situation sociale, économique, elle est précaire. La population vit dans un calvaire sans précédent. Il y a un manque total d'infrastructures de base. Les routes manquent. L'eau et l'électricité sont des commodités donc rares. Les infrastructures de base telles que les écoles et les hôpitaux sont vétustes. Il faut commencer par des besoins élémentaires, ça. J'ai visité le collège Saint-Georges en Gandajika qui m'a formé et j'avais des larmes aux yeux. C'est comme si une bombe atomique était tombée là-bas et on a tout détruit. Et c'est la situation donc dans plusieurs écoles comme ça. Mais vous savez, on ne peut pas continuer à se plaindre. À un moment donné, il faut s'assumer, il faut se prendre en charge. Les ressortissants du Grand Kasaï, qu'est-ce que vous projetez, vous comptez faire? C'est pour cela que j'ai proposé... remonter la pente de votre province que vous vantez bien. J'ai dit qu'à cause de cette situation précaire, c'est ça qui cause l'exode des Kasaïens vers d'autres provinces qui sont supposées être plus prospères, comme le Katanga, comme la Kinshasa, où les gens viennent ici pour faire les wewa. Alors, moi, je me suis dit qu'on n'est pas condamné à la fatalité. Ce que nous devons faire, c'est avoir une vision de développement qui va transformer cette situation médiocre en une situation meilleure et créer des conditions qui vont attirer des gens pour qu'ils viennent s'installer là-bas plutôt que fuir là-bas. Faire porter aussi la MIBA sa plus robe d'antan. C'est pour cela que je propose un mini plan Marshall pour le Grand Kasaï, pour que nous ayons des actions bien comprises, bien articulées dans le temps, qui, si on les met en œuvre une après l'autre, on va transformer la situation économique et sociale de là. Quels sont les éléments essentiels de ce mini-plan Marshall que je propose? Un, je considère que la situation sociale étant très précaire, il faut organiser une aide humanitaire nationale et internationale urgente pour les plus démunis. Deux, il faut reconstruire les infrastructures. D'abord, il faut assurer la connectivité des 5 provinces qui constituent donc le Grand Kasaï, c'est-à-dire la Lomami, le Kasaï oriental, le Sankuru, le Kasaï central. Ces provinces-là sont enclavées, non seulement enclavées, mais il est impossible d'aller d'une province à l'autre. J'ai proposé la construction de 3 autoroutes pour relier toutes les 5 provinces qui constituent le Grand Kasaï. Ces 3 autoroutes, une part donc de Mweneditu, passant par Nganaji, qui arrive en Mbujima jusqu'à Kanangé, à la frontière avec l'Angola. Une autre autoroute part de Chilenge, passe par Katanda, arrive à Kabinda jusqu'à Kindu-Maniema. Et une 3e autoroute qui va partir donc de Lusambo et qui passe par Kabinda et qui passe par Mbujima et Kabinda, qui va relier donc toutes les 5 provinces. Ça, c'est au point de vue des routes. En plus donc des routes qu'on va construire au sein de chaque province, au sein de toutes les grandes villes, pour permettre donc le transport de la libre circulation des personnes et des biens. Au-delà de cela, il faudrait trouver une solution durable à ce problème éternel d'eau et d'électricité. Il y a un manque d'eau et d'électricité dans le Grand Kasaï, et pourtant, il y a des rivières et des océans. Tu vois, pas des océans, il y a des rivières et des fleuves qui sont extrêmement importants. Pas que les fleuves Congo ne drainent pas dans ces provinces? Ces rivières-là qui partent du Grand Kasaï se jettent dans le fleuve Congo finalement. Okay. Alors, ce que je propose pour résoudre le problème de l'eau et de l'électricité, c'est de construire 4 barrages hydroélectriques. Un à Mouchi, à Kabinda, l'autre c'est à Nganajika, on appelle ça Kafumbu, le barrage de Kafumbu. Le 3e barrage c'est Katende au Kasaï central. Et le 4e barrage, c'est Tchala Mbujima. Vous avez déjà eu cette amabilité de remettre à main propre au chef de l'État le plan Marshall? Laissez-moi d'abord finir les grandes idées du mini-plan Marshall. Donc, à part la résolution de ce problème d'eau, d'électricité, il faut maintenant regarder l'économie. Comment relancer l'économie? Il faut restructurer la plus grande entreprise du coin, qui est l'entreprise minière, qui est la MIBA, qui ne demande que 350 millions à 500 millions de dollars. C'est rien pour un grand pays comme la RDC. Une fois qu'on a restructuré la MIBA, qui va redonner la vie à l'économie dans ce centre-là,
Il faut repenser à recréer les entreprises qui ont existé dans le temps, qui n'existent pas aujourd'hui, comme la Cotongo, le Nafitex, comme l'usine de transformation d'huile de palme et ses dérivés, et remettre en place l'institut de recherche agronomique qu'on appelle donc l'INERA. Il y a moyen que ça se fasse simultanément dans le reste des provinces. C'est pour cela que je propose qu'il y ait un plan. Donc, quand on a un plan, on a des actions programmées, on peut les faire simultanément, non seulement dans le Grand Kasaï. Et vous allez voir qu'il y a un parallèle qui s'établit entre le Grand Kasaï et d'autres provinces parce qu'elles sont exposées plus ou moins donc au même problème. Alors, une fois qu'on a relancé cette économie de cette façon-là, il ne faut pas oublier le secteur porteur, qui est l'agriculture, l'élevage, la pêche. C'est ce secteur-là qui fait nourrir plus de 80% de la population dans ce coin. Donc, les routes des desserts agricoles, les routes des desserts agricoles, ainsi de suite. Donc voilà plus ou moins les grandes idées du mini-plan Marshall pour le Grand Kasaï. Mais il y a d'autres activités que je n'ai pas pu étaler ici, étant donné que vous paraissez être beaucoup plus pressé que moi. Donc, on peut par exemple envisager la construction des marchés publics dans chacune des villes du Grand Kasaï. Vous allez là-bas aujourd'hui, vous trouvez les conditions dans lesquelles les mamans opèrent dans ces marchés publics-là. Ce sont des conditions sanitaires très dégueulasses. On peut moderniser les marchés publics parce que ça crée des emplois pour tout le monde, dans chacune des villes principales. Et en plus de cela, maintenant, il faut penser aux choses telles que la rénovation des écoles et des hôpitaux. Les écoles qui ont fait la fierté du Grand Kasaï, comme l'école qui m'a formé. Il y en a plusieurs comme ça aujourd'hui. Elles sont viables du point de vue du nombre d'étudiants qui veulent étudier là-bas. Mais financièrement, ils n'ont pas de moyens. Donc, il faut qu'on trouve un mécanisme de financement de ces écoles. Des universités ou bien des écoles, parce qu'on sait que dans plus d'une école dans ces provinces, les élèves étudient même le sol. Bon, ce n'est pas partout. Il y a des écoles qui fonctionnent encore, et il y a des écoles où les conditions ne sont pas aussi acceptables. Il faut qu'on puisse sauver ce qui existe et qui est bien, mais qu'on puisse moderniser ce qui existe mais qui n'est pas bien. Et construire de nouvelles écoles et de nouveaux hôpitaux, de façon à pouvoir donc couvrir toute la population. Bunagana, toujours envahi par les M23, ça préoccupe au plus haut point la population de l'Est et de toute la RDC. Vous réagissez comment par rapport à cette réalité qui nous inquiète tous? Moi, personnellement, je suis indigné. Pourquoi? Parce que quand on a commencé ces histoires de négociations avec les rebelles à Nairobi, mais également des cessez-le-feu signés à Luanda, je me suis dit on ne devrait pas signer un cessez-le-feu avec qui que ce soit lorsque une portion du territoire national est occupée par des forces étrangères. Par conséquent, je pense que nous sommes tombés dans notre propre piège quand on vient nous faire des discours en dormant, en nous disant, s'il vous plaît, pas de bagarre, mais il faut négocier. On négocie quoi? Parce que notre territoire est envahi par les Rwandais. Moi, je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'on puisse régler ce problème-là par la force. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, doivent être en mesure de récupérer Bunagana de force, de chasser ces Rwandais et éventuellement d'entrer au Rwandais, de récupérer celui donc qui les envoie ici, pour que nous puissions donc régler ce problème de façon définitive. Mais aller de négociation à négociation, je pense qu'on est en train de nous endormir. En peu de mots, comment est-ce qu'on peut comprendre l'équation de l'insécurité et occupation honteuse de Bunagana, comme vous venez là de le dire? La population de ce coin particulièrement déplore aussi la simultarisation inutile et désordonnée de la RDC par le troupe de EAC. Oui, moi, je pense que cette histoire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ça a été une décision précipitée par le gouvernement. On n'entre pas dans une communauté des États qui comprend donc des pays qui sont agresseurs. Pourquoi? Parce qu'il faut que les Congolais comprennent les conséquences. Quand on est membre d'une communauté comme EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, cela implique la libre circulation des personnes et des biens. Vous voulez, et ça implique aussi la détention d'un passeport commun. Vous vous rendez compte de la conséquence qu'il y aurait à ce que nous, les Congolais, on ait un passeport commun avec des Rwandais, des Ougandais, qui ont des velléités d'occupation de notre territoire. Et ils vont être autorisés à entrer dans notre territoire sans demander, sans faire des formalités auprès de qui que ce soit. C'est une erreur grave de vision. Et j'estime que c'est une erreur qui va nous coûter très cher. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, ces pays-là sont des pays agresseurs.
On ne peut pas entrer dans une même communauté avec des pays qui ont des velléités La d'occupation de notre complicité pays. dans les pillages de ressources de la République démocratique du Congo et les massacres de peuples. C'est ce qu'on accuse le Rwanda, l'Ouganda et les Burundi. On ne peut pas s'associer avec des gens comme ça. Moi, je crois que c'est une erreur très grave qui va nous coûter très cher. Et je déplore que le gouvernement... Au côté de qui il y a la MONUSCO? Je déplore que le gouvernement aurait dû réfléchir 2 fois et écouter les points de vue des gens qui pouvaient avoir donc des visions différentes avant de pouvoir se lancer aveuglément avec des pieds liés, des mains liées et surtout avec des yeux bandés. Les autorités civiles et congolaises à bout de souffle, vous pensez, par rapport à la réalité de l'Est? Je ne sais pas s'ils sont à bout de souffle ou ils sont à bout d'imagination, ou si ce n'est pas la situation donc, qui combine donc les deux. Tout ce que je constate, c'est que Bunagana est occupé, ça fait 3 mois, et on se comporte comme si rien n'était, comme si il n'y avait pas urgence à pouvoir libérer donc ce coin-là. Je voudrais encore une fois de plus faire appel à nos autorités politiques et à nos forces armées congolaises. C'est le temps de montrer maintenant qu'on est véritablement congolais et qu'on veut défendre le pays à tous les prix. Et pour le faire, nous avons besoin de mobiliser donc les forces armées de la RDC pour qu'ils aillent en guerre, qu'ils récupèrent Bunagana. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est à Luanda pour les funérailles de l'ancien président Eduardo Santos, qui a été mis en terre ce dimanche, ayant dirigé l'Angola de 1979 à 2017. C'est bien réfléchi. Au moment où ça ne va pas à l'Est, le chef de l'État jugeait bon quand même d'aller là-bas pour pleurer avec le peuple angolais. Vous savez, quand on a des deuils dans une famille ou dans une communauté, ça transcende tout. Tant qu'il y a un dispositif qui est en place pour que les efforts pour récupérer Bunagana et libérer certains territoires de l'Est continuent, à l'absence du chef de l'État, je pense que ça valait la peine qu'il puisse être présent aux funérailles donc, du président Eduardo dos Santos, quelqu'un qui a entretenu donc de très bonnes relations avec la RDC, mais non seulement au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est congolais en réalité. Mais parmi les hauts faits de son règne, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous semblez reconnaître de lui, Eduardo dos Santos. Eduardo dos Santos s'est battu pour libérer le peuple angolais du joug de certaines puissances extérieures. Vous vous rappelez la guerre fratricide avec l'UNITA? Il a gagné cette guerre-là, il a ramené la paix, il a unifié donc l'Angola pour que les gens se mettent maintenant après au la travail. Mort de Savimbi. Après la mort de Savimbi. Donc il a unifié l'Angola. On a mis fin aux velléités de guerre fratricide à l'Est. Et son plus grand mérite, c'est d'avoir instauré, entre guillemets, un semblant de démocratie, où les gens qui étaient de l'unité qui se battaient avec des armes, ils sont venus aujourd'hui pour se disputer le pouvoir avec le MPLA à travers les urnes. Pour cela, il faudrait donc lui rendre cet hommage-là. Mais au-delà de cela aussi, Eduardo dos Santos a mis en place une industrie pétrolière qui rapporte beaucoup d'argent à l'Angola et qui permet de dégager un budget colossal qui sert de pouvoir mobiliser des ressources pour financer certaines activités donc, de développement. Vous savez que lui-même, c'est un ingénieur en pétrochimie. Mais actuellement, face à la crise sécuritaire avec le Rwanda, à la suite de l'agression, le président Manuel Lorenzo est le médiateur désigné par l'Union africaine. Ça va nous apporter quoi? Quelque chose, vous pensez? Pour savoir ce que ça va nous apporter, il faut savoir ce que ça nous a apporté dans le passé. Dans le passé, en 2013, on avait la même situation, le Rwanda qui avait envahi l'Est de la RDC, qui avançait progressivement ici. L'Angola, sous Eduardo dos Santos, a dû mobiliser l'armée angolaise avec des avions de guerre. On a chassé des Rwandais comme des chiens. Donc on a récupéré donc, le territoire national. Et on a mis fin à ces velléités d'occupation du Rwanda. Donc je devine que si aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est président de la SADC qui comprend la RDC, mais également l'Angola et d'autres pays, s'il joue bien, il peut mobiliser l'armée de la SADC et à travers cette armée de la SADC, les troupes angolaises pour arriver à réaliser le même exploit à l'égard du Rwanda. Mais il y a Adolphe Muzito qui propose à tout prix qu'il y ait une guerre qui soit déclarée avec le Rwanda. C'est une bonne option? Moi, je considère que je ne suis pas un va en guerre.
faut déclarer la guerre à tout prix. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je ne suis pas quelqu'un qui prend la guerre pour le plaisir, parce que toute guerre entraîne beaucoup de pertes, des vies humaines, des destructions massives de l'économie et consorts. Mais si c'est la seule alternative qui reste, il faut le faire. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une situation qui est stagnante, où on nous dit chacun reste dans ses positions. Mais pendant que chacun reste dans ses positions, nous avons une portion du territoire qui est occupée par les Rwandais. On ne peut pas le faire. Et il n'y a pas d'autres alternatives. Si la diplomatie a échoué pour faire partie les Rwandais, il faut passer par la guerre pour les déloger de Bunagana et d'autres territoires, pour que nous puissions avoir la paix une fois pour toutes. Processus électoral, les élections générales en RDC sont-elles une réalité ou mythe? Moi, je pense que les élections auront lieu en 2023. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'elles seront transparentes ou pas transparentes, réelles ou pas réelles. Ça, c'est une autre question. Mais les élections auront lieu en 2023. Ça ne sera pas un mythe? Non, ce n'est pas un mythe. Tous les 5 ans, nous devons organiser des élections. La seule question que nous devons nous poser, est-ce que ce sont des vraies élections ou bien des élections truquées? Ma prière, mon espoir, c'est que les élections soient transparentes. Parce que si on va aux élections, je vais vous dire quoi, il y aura une surprise qui attend les Congolais. Si moi je suis candidat à la présidence de la République, je vais gagner l'élection en 2023. Vous donnez quelle réponse, Dr Noël Tchani? Qu'est-ce qu'il faut faire pour des élections consensuelles et acceptables par tous? Vous ne m'avez pas laissé terminer. Si je suis candidat à la présidence de la République, je vais gagner ces élections en 2023. Vous savez pourquoi? Parce que dehors là, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de partis politiques. Des partis qui, soi-disant, ont pigeon sur rue, mais qui sont tellement désorganisés que tout le monde connaît aujourd'hui, qui ne sont pas préparés à pouvoir gérer le pays. Aujourd'hui, le parti le plus populaire, c'est celui qui est un parti informel, le parti des pères et des mères. Si je suis candidat à la présidence de la République, je vais demander à tous les Congolais des pères et des mères de voter pour moi et nous allons gagner cette élection-là. Des réactions fusent de partout dans le bon et mauvais sens du côté de l'opposition et du pouvoir. La CENI doit commencer par l'enrôlement et l'identification des électeurs ou par la cartographie électorale. Moi, je considère que ces questions-là, enrôlement, identification des électeurs, ou bien la cartographie électorale, ce sont des choses qui sont liées. Et moi, je préfère que tous ceux qui ne sont pas des spécialistes du secteur laissent la CENI faire son travail. Ce n'est pas moi, si je vous dis aujourd'hui qu'il faut commencer par la cartographie, alors que la CENI a planifié de commencer par l'enrôlement. Ça change quoi? Mais plus d'un opposant fustige que la CENI commence par la cartographie électorale, d'autant plus que ça va favoriser la tricherie. Je vais vous dire une chose, ces opposants-là ne savent pas de quoi ils parlent. Je vais vous dire que ce qui est important, c'est de laisser la CENI faire son travail comme elle l'entend, d'après un calendrier qu'elle a elle-même élaboré, parce que c'est eux nos experts. Maintenant qu'on ait un opposant qui sort donc d'Indjili et qui vient donc nous dire non, il faut commencer par-ci, par-là, qu'est-ce qu'il connaît en réalité donc des opérations donc électorales? J'estime que les opposants devaient faire l'opposition de façon constructive, pas s'opposer pour le plaisir donc de s'opposer. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de quoi? L'enrôlement, l'identification aussi des Congolais de la diaspora? Cette fois-ci, ils ont quand même l'opportunité de voter. J'ai salué cette mesure et je demande qu'on aille plus loin que ça. Parce que pour l'instant, on a retenu 5 pays pilotes. La Belgique, la France, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'extérieur. Moi, je demanderai à la CENI d'élargir donc ce champ-là pour permettre à tous les Congolais qui sont par exemple dans l'Union européenne... Ils seront identifiés sans embâche? Non, ils seront identifiés. Si on y met des moyens, on va y arriver. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, c'est beaucoup plus facile d'identifier les gens que d'identifier les gens à l'intérieur de la RDC. Donc, je souhaiterais qu'on puisse élargir... Parce qu'il y a beaucoup de sans-papiers. Je voudrais qu'on puisse élargir donc le champ pour couvrir tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, mais également en Amérique latine, il y a quelques pays qui ont des grandes agglomérations de Congolais. Il faut les inclure aussi. Et venir donc en Afrique n'est pas se limiter simplement à l'Afrique du Sud. Il y a la Côte d'Ivoire, tous les pays limitrophes là qui sont pleins donc de Congolais qui ont émigré de notre pays. Moi, je voudrais que la CENI puisse élargir le champ pour qu'on puisse recenser le plus de Congolais dans la diaspora et qu'on puisse leur permettre donc de voter. Cette fois-ci encore, Noël Tchani va briguer à la magistrature suprême? Rien n'est exclu, mais l'annonce sera faite au moment opportun, de façon solennelle. Donc pour l'instant, je vous dis simplement que je constate que le pays va très mal.
et que nous avons besoin de pouvoir apporter un correctif dans la gouvernance du pays pour remettre le pays sur la voie du développement économique et social et surtout améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on a des actions gouvernementales, des programmes gouvernementaux, mais qui laissent la situation pourrie que nous avons trouvée en 2018. Il n'y a pas eu donc beaucoup de changements de ce côté-là. Le gouvernement Sama Lukonde est là et continue à travailler d'arrache-pied pour qu'il y ait du succès. Les retombées sont probantes. Quel bilan faites-vous de la gestion du gouvernement Sama Lukonde? Moi, je ne suis pas très impressionné par ce gouvernement-là. Je le vois simplement se promener à gauche, à droite, et je ne vois pas de retombées. Je vous donne un exemple, un secteur bien spécifique. Les professeurs d'université. Je ne comprends pas comment on peut avoir un premier ministre qui rencontre les professeurs d'université et qui trouve un accord pour qu'on mette fin aux grèves des enseignants ou des professeurs. Et un an plus tard, il n'y a rien qui est fait pour régler ce problème-là. Je trouve que c'est simplement faire beaucoup de bruit et il n'y a pas d'action concrète. Ça, c'est les enseignants de l'école secondaire. On voit quand même des routes qui sont construites. Les enseignants de l'école secondaire, c'est la même chose. Vous savez quoi? Les routes, je ne sais pas où se trouvent ces routes-là. Moi, je viens de faire l'intérieur du pays. J'ai pris la même route que le chef de l'État avait prise pour aller de Mbujimaï en Ganajika et lui, il a continué jusqu'à Benakaseki et arrivé jusqu'à Kabinda. Et il était embourbé, c'est-à-dire que sa voiture était clouée au sol dans la boue. On ne savait pas. Il a fallu qu'il y ait des gardes de corps qui viennent soutirer la voiture pour la faire sortir de là. Je ne peux pas comprendre que 12 mois après, qu'il n'y ait rien de fait pour arranger cette situation-là. Rien absolument. À Kisenso, là-bas, il y a plusieurs quartiers où il n'y avait pas de l'eau potable. Ils ont maintenant accès à l'eau potable. Je salue tous ces efforts-là. Mais Kisenso n'est pas la République démocratique du Congo. J'ai été en Mbujimaï, s'il vous plaît. J'ai été en Mbujimaï. J'habitais un appartement au 2e étage. Vous savez quoi? Pour me laver, ce qu'il fallait faire, il y a une jeune fille de 20 ans qui venait tous les matins avec un bassin plein d'eau, qui marchait sur les escaliers pour arriver au 2e étage et me délivrer de l'eau. Et moi, j'étais dans le quartier le plus privilégié donc, de Mbujimaï. Donc, c'est dire que la misère de la population, la situation sociale, elle est catastrophique. Il ne faut pas qu'on se laisse berner par quelques petites portions des quartiers où on a fait un petit effort, comme vous dites donc à Kinsenzo, mais Kinsenzo, c'est un petit quartier dans un pays de 2 342 000 km². Posons-nous la question, la grande majorité des Congolais, est-ce qu'ils ont accès à cette amélioration du niveau de vie ou pas? Et ma réponse, c'est non. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pendant la gestion du régime Tshisekedi? Et quel est le plus grand mérite du gouvernement Sama Lukonde dira sa gestion? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qui a été mal fait? Moi, je pense que le président Félix, s'il échoue, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des Fachi Béton, Fachi Béton. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flatteries-là. Et je crois que c'est le plus grand, comment est-ce qu'on dit, la plus grande faiblesse du régime de Félix Antoine Tshisekedi. On aurait souhaité qu'il puisse réussir, mais je crois qu'il a tapé complètement à côté. Ça sent les remaniements, ça vaut la peine, c'est opportun? Bon, ça, il est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut remanier et qu'il a appris la leçon qu'il faut donc aligner les meilleurs pour qu'il fasse le travail. Vous savez, il y a une leçon que moi j'ai apprise. Quand je suis allé faire des études postdoctorales à l'université de Harvard, si vous voulez réussir, faites-vous entourer des gens qui sont beaucoup plus intelligents que vous, pas des gens qui sont moins intelligents que vous. Si vous faites entourer des gens plus intelligents que vous, ils vont vous tirer vers le haut. Et vous faites entourer donc des gens qui sont moins intelligents que vous et qui vous font des flatteries et consorts. Ils vont vous tirer par le bas. J'ai peur que le président se soit fait entourer des gens moins intelligents que lui. Lui, c'est le plus intelligent dans le groupe. Et par conséquent, son gouvernement ne donne aucun résultat. Il est entouré, entre autres, de François Mwamba Tshishimbi. Je ne veux pas citer des individus parce que ce n'est pas ça l'objectif. Je vous dis simplement que, globalement, prenez toute la liste. Tout le monde, lui-même, il a reconnu. Dans des interviews, je n'invente pas ça. Il a reconnu qu'il est mal entouré. Il a reconnu qu'il a tout plein de conseillers qui ne lui servent absolument à rien. Il a reconnu qu'au niveau du gouvernement, il y a peut-être 2 ou 3 ministres qui travaillent, mais les autres là-bas, ils font donc des figurants. Il a reconnu cela, donc ce n'est pas le critiquer en disant cela. Moi, je pense qu'un bon chef de l'État doit pouvoir entendre des sons
discordants. Quand on vous dit que ça ne marche pas, moi j'approcherai ces gens-là qui me disent que ça ne marche pas pour comprendre davantage. Mais quelle lecture, quelle est leur évaluation et pourquoi ils font cette évaluation? Quelle lecture faites-vous du procès François Béat? On voit la réaction de Kabound et puis Franck Diongo qui hausse les tons aussi. Vous faites quelle lecture par rapport à cette réalité? Je ne peux pas imaginer, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, on vous arrête, on vous met en prison pour une accusation quelconque et vous dites que vous avez mal au pied. Et l'acquittement Laissez-moi finir, vous m'avez posé une question. Je ne peux pas imaginer, on vous sort de la prison et on vous donne un billet d'avion, un avion et on vous dit allez vous faire soigner à l'étranger. Je ne peux pas imaginer ça, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, ni en France, ni dans n'importe quel pays. Mais il y a des innovations congolaises où toute personne qui va en prison a le droit de dire qu'il a mal aux pieds, mal aux dents, mal à la tête. Et il a droit aussi à ce que l'État lui donne un avion pour aller se faire soigner à l'étranger. Je respecte cela. Sauf que l'État de droit congolais, là, ce n'est pas ça l'État de droit que moi je pense devait être en place. Maintenant, le mérite de tous ces gens-là qui sortent dans ces conditions, je ne veux pas les juger parce que c'est une affaire familiale. Voilà. Vous avez parlé donc de Kabound, vous avez parlé de François Béat, vous avez parlé de Vital Kamerhe. Et je dirais c'est la même famille qui connaît ce qu'elle fait. Moi, je ne suis pas membre de cette famille-là. Je ne connais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je les regarde simplement et que le public donc va pouvoir les juger. Mais on vous sent ces derniers temps trop critiqué, trop critique plutôt à l'endroit du pouvoir, alors que vous étiez proche du pouvoir auparavant. Bon, ce n'est qu'une partie remise. Docteur, nous sommes à la fin de cette émission. En guise de message particulier, quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire et humanitaire dans le territoire des Kwamuntu? Vous avez dit quelque chose d'important, il faut que je réponde. Je n'ai pas changé d'un iota. Je suis le même Noël Tchani qui a toujours aidé ce pouvoir-là avant qu'il n'arrive même au pouvoir, qui a fait beaucoup pour ces gens-là pour qu'ils puissent arriver au pouvoir. S'il y a des changements, c'est eux qui ont changé à notre égard. Et moi, je suis resté le même. C'est-à-dire, je fais des analyses objectives. Quand ça marche, je salue, je dis oui, ça marche. Et quand ça ne marche pas, je dis mais voilà, des gens que nous avons aidés à faire arriver au pouvoir, voilà comment ils se comportent. On dit ça ne marche pas. Maintenant, s'ils considèrent cela comme étant des critiques, je respecte leur avis. À Kwamuntu, ça ne va pas, il y a des mésententes, on s'entretue. Moi, je crois que c'est un problème qui est récurrent dans plusieurs communautés de la RDC, où des villages voisins ou des tribus voisines commencent à se faire des guerres. C'est là que nous devons nous demander est-ce qu'il y a un gouvernement effectif, un état de droit fonctionnel. Dans un état de droit fonctionnel, le ministère de l'Intérieur devait remettre de l'ordre très rapidement en écoutant les uns et les autres, en disant voici la situation, trancher ces conflits-là. Mais si on ne peut pas donc trouver de solution à cela, vous avez demandé tout à l'heure l'évaluation du gouvernement Samal Condé. À travers des choses comme ça, ça montre très clairement que ce gouvernement-là ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, nous sommes à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation et toutes les questions prévues pour ces numéros. Docteur Noël Tchani, banquier économiste international, vous avez des secondes pour un message chute. Pour tous ceux qui veulent travailler avec nous, qui croient dans notre vision pour le Congo, ils peuvent adhérer à la force du changement ou appeler ces numéros ici ou envoyer donc leur CV ou bien un message pour dire qu'ils veulent travailler avec nous. Plus 243 82 00 00 988 ou bien plus 283 85 210 22 22. Et vous allez devenir agent du changement, c'est-à-dire vous allez adhérer à un parti politique où il n'y a pas de gens corrompus et qui veulent vraiment le développement économique et social de notre pays. Cette émission, vous allez la retrouver en rediffusion demain à 12h30 heure de Kinshasa pour ceux qui ont pris l'émission en cours. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous chacun.